Cherbourg, c'est ma grande fierté. J'ai été député de la Manche, c'est ma grande fierté. Cette division et cet état du Parti socialiste vient de loin parce qu'il y a des tas de sujets de fond que nous n'avons pas réglés, que nous aurions dû régler, notamment notre relation aux réformes, à l'économie de marché, à la social-démocratie. Donc tout cela, à un moment ou à un autre, se paie. Vraiment, si ça vous est désagréable que je réponde, je m'assois, ça ne me pose aucun problème. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Être de gauche, aimer la République, et la République, c'est pas le désordre. Dans l'exercice des responsabilités qui auront été les miennes, et notamment dans les épreuves terribles que nous avons traversées, la passion de l'État et le sens de l'État auront été ma force et ma seule boussole. Je suis quelqu'un qui, toute sa vie, a eu la passion de l'État et de l'intérêt général. Mesdames et messieurs les députés, c'est la dernière fois qu'il m'est donné l'occasion de m'exprimer devant notre Assemblée. Mais chacun sait que face à la rudesse des choses et des défis, quand on essaie de faire mieux, on n'est jamais sûr de bien faire. Beaucoup de choses ont été faites pendant ce quinquennat. Je pense qu'avec le temps qui passe, l'histoire rendra justice des actions qui ont été conduites. Mesdames, Messieurs, Monsieur Bernard Cazeneuve. Bonsoir à tous. De la part de l'ensemble de l'équipe Tribune, nous vous souhaitons la bienvenue à cette toute première conférence de la saison, de l'année. Monsieur Bernard Cazeneuve, bonsoir, bienvenue. J'espère qu'avec nous, vous allez passer un bon moment. Avant de commencer cette conférence, j'aimerais remercier nos partenaires, EY, les Champagnes Jacquinot et Fils, ainsi que 2 associations de l'ESCP, Live Shots pour les photos et Téléscoop pour la vidéo. Encore une fois, de la part de l'ensemble de l'équipe Tribune, une bonne conférence à tous. Je vais laisser la place à Julie qui va dresser le portrait de Monsieur Bernard Cazeneuve. Merci. Bonsoir Monsieur Cazeneuve. Pour introduire cette conférence, l'équipe de Tribune m'a confié la lourde mission de vous présenter. J'espérais qu'une petite visite sur Wikipédia me permettrait de dresser votre portrait simplement et brièvement, sans devoir y consacrer trop de temps. Malheureusement, mon désenchantement a surgi à la simple lecture de votre parcours. 8 mandats locaux, 3 nationaux, des fonctions d'avocat et de professeur, pléthore de hobbies secrets, comme le jardinage ou le fromage, la tâche s'annonçait très coriace. Et je n'étais pas au bout de mes peines. Il a ensuite fallu tenter de décrypter vos orientations politiques, résumées de manière très succincte par ces mots. Je me sens héritier de Mendès pour l'exigence de rigueur, de Gaulle pour le sens de l'État, de la loi et de l'ordre, et de Mitterrand pour la sublimation de la politique en art et en esthétique. Je médite toujours sur cette citation des plus obscures. Après mûre réflexion, j'ai donc décidé de partir de l'essentiel en remontant à l'année 1963 dans une commune de l'Oise dénommée Senlis. C'est dans ce paysage médiéval, ville fleurie 3 fleurs, que vous voyez le jour. Dès l'enfance, vous baignez dans un environnement politique, avec un père responsable régional du PS. Fidèle aux traces de ce dernier, vous militez très précocement, et du haut de vos 10 ans, pendant que d'autres jouaient encore aux billes, on vous retrouve au premier rang d'un meeting de Mitterrand. Puis, vous intégrez l'UEP de Bordeaux, où vous prenez la direction du mouvement des jeunes radicaux de gauche de Gironde. Réelle rébellion face à l'autorité paternelle, vous avouerez par la suite que ce passage par la gauche radicale avait pour but de ne pas faire comme papa. Toujours est-il qu'après vos études, vous rejoignez un socialisme plus traditionnel en prenant votre carte au PS. Votre père peut enfin respirer. C'est alors le début d'une véritable épopée.
l'histoire d'une longue ascension vers le pouvoir. Lancé dans une carrière de juriste à la Banque Populaire, vous intégrez différents cabinets ministériels dans les années 90 en tant que conseiller. Votre parcours se traduit ensuite par une succession de mandats locaux. Vous êtes parachuté dans la Manche, où vous devenez maire de Cherbourg-Octeville, avant de devenir vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie et député. C'est durant cette période, en 2005, que vous soutiendrez le non pour le référendum sur la Constitution européenne, aux côtés de votre mentor Laurent Fabius, qui sera également notre prochain invité de tribune dans 5 jours. Mais c'est en 2012 que votre nom commence réellement à envahir les médias, alors que vous œuvrez comme porte-parole d'un certain François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle. Il faut dire que vous avez parié sur le bon cheval, monsieur Cazeneuve. François Hollande est élu président et vous garde auprès de lui dans son gouvernement. Après avoir travaillé une année comme ministre délégué aux Affaires européennes, vous remplacez Jérôme Cahuzac comme ministre délégué au budget, ce qui vous vaudra le surnom de R2D2, tant vous absorbez rapidement les règles du jeu politique, économique. C'est suite au remaniement d'avril 2014 que débute votre mission de premier flic de France. Vous prenez en effet les rênes du ministère de l'Intérieur, sans vous douter alors de l'intensité des 2 années qui vous attendent. En effet, janvier 2015, des attentats terroristes sont perpétrés contre la rédaction du journal Charlie Hebdo et contre l'hypercachère du 20e arrondissement. Novembre 2015, des attaques retentissent aux abords du Stade de France et dans la salle du Bataclan. Juillet 2016, un camion fonce dans la foule à Nice sur la promenade des Anglais. La France entière est en deuil. Beaucoup craignent une recrudescence de l'extrême droite. Mais vous gardez votre sang-froid et réagissez avec pragmatisme. Mise en place de l'état d'urgence, prolongé de 3 mois au-dessus de sa durée légale, déploiement massif des forces de l'ordre, armement des policiers en dehors de leur service compris. Ce mandat restera certainement l'un des plus éprouvants du XXIe siècle. Mais il ne vous essouffle pas, monsieur Cazeneuve. Vous n'avez pas dit votre dernier mot en politique. François Hollande vous surnommait le silencieux du fait de votre éternel calme et de votre maîtrise. Peut-être est-ce cela la clé pour rester endurant en politique et préserver la force de ses paroles. Car en décembre 2016, lorsque Manuel Valls démissionne de ses fonctions de Premier ministre, c'est vers vous que François Hollande se tourne pour le remplacer. Vous voilà donc chef du gouvernement français. Ce serait presque des vacances. Mais les vacances sont faites pour ne pas durer. Vous ne ferez qu'un passage éclair à Matignon, le plus rapide de la Ve République. 5 mois et 4 jours. Bien que cela semble court, vous en tirez de profonds enseignements, retranscrits dans votre livre « Chaque jour compte, 150 jours sous tension à Matignon ». Dans cet ouvrage, vous n'hésitez pas à vous exprimer sur les travers d'Emmanuel Macron, un président qui s'exprime sans doute trop en public. Avec le silencieux, ça ne pouvait pas coller. Vous en tirez également un prix d'exception, celui de l'homme français le mieux habillé de l'année, décerné par le magazine GQ, qui vous place juste devant le journaliste Augustin Trapenard et le rappeur Nekfeu. La classe. Mais après la tempête, il fallait bien revenir au calme. Vous quittez l'arène politique après le sprint final de Matignon et rejoignez le cabinet d'avocat d'affaires Auguste Debouzy. Vous assurez également à Sciences Po le cours « Gouvernance de la sécurité intérieure » et, depuis votre pupitre de professeur, observez les visages de cette nouvelle génération qui reconstruira peut-être la gauche de demain. On sait tous que vous cultivez toujours des roses avec passion dans votre jardin. Coïncidence ? Je ne crois pas. L'hiver a été rude et la rose socialiste a fané avec l'arrivée de Macron, mais vous continuez de croire qu'elle pourra refleurir au printemps à force d'arroser ses jeunes pousses. Alors, monsieur Cazeneuve, l'illustre figure politique pourrait-elle un jour renaître de ses cendres ? J'espère que nous repartirons tous ce soir éclairés sur la question. En attendant, merci encore pour votre présence et je vous souhaite à tous une excellente conférence.
Tout d'abord, Amaury et moi-même souhaitions vous remercier, Monsieur Cazeneuve, pour votre présence aujourd'hui. Souhaitiez-vous, avant qu'on commence l'interview, réagir au portrait que Julie vient de dresser ? Écoutez, jusqu'à ce soir, je pensais que le ministre de l'Intérieur était celui dont les fiches étaient le plus à jour. Et je viens découvrir qu'à l'ESCP, vous êtes capable de faire mieux comme ministère de l'Intérieur, car si je n'ai pas tout trouvé de ce qui me concerne dans cette fiche, je n'y ai rien trouvé de faux. Alors qu'à l'intérieur des fiches du ministère de l'Intérieur, on ne trouve pas toujours tout, mais parfois on trouve des choses fausses. Vous êtes de ce point de vue-là un peu à l'avant-garde. Merci et beaucoup. Je voudrais vous en féliciter. Pour le reste, très simplement, avant qu'on entre dans l'échange que nous allons avoir ensemble sur toute une série de sujets que vous souhaitez évoquer avec moi, et je vais essayer de répondre à toutes vos questions le plus sincèrement possible, je voudrais simplement vous dire le très grand plaisir que j'ai d'être avec vous, le très grand plaisir que j'ai de pouvoir échanger dans cette école prestigieuse et de pouvoir partager avec ceux d'entre vous qui ont la passion de la chose publique un certain nombre d'interrogations ou de passions qui ont été les miennes pendant les années où j'ai été dans la vie publique. Et ces années ont été longues puisque j'ai commencé ma carrière politique en 1990 et que je l'ai achevée en 2017. Elle a donc duré presque 30 ans. D'accord, merci beaucoup. On aimerait bien commencer par une thématique qui nous plaît particulièrement à ESCP Europe, celle de l'Europe. Vous avez justement été ministre délégué aux Affaires européennes, comme Julie l'a dit. Dans le contexte d'une montée de l'euroscepticisme et des extrémismes, pensez-vous qu'une majorité d'eurosceptiques puisse être élue au Parlement européen en mai 2019 ou non ? C'est très difficile de savoir ce que sera la poussée du populisme, jusqu'où elle ira, et si elle permettra à ceux qui représentent ces formations dans la plupart des pays de l'Union européenne d'avoir une audience qui les conduiront à tangenter la majorité ou pas. Ce que je pense, ce dont je suis convaincu, c'est que les élections de 2019 conduiront à une très forte poussée des organisations populistes pour des raisons sur lesquelles je souhaite pouvoir dire quelques mots. Premier élément, les populistes sont présents partout en Europe. Il y a des populismes. Il n'y a pas un populisme européen, y compris lorsque l'on regarde la France. D'ailleurs, j'ai assisté ce matin à une conférence de l'économiste Daniel Cohen, qui peut-être enseigne dans votre établissement ou dont vous avez l'occasion de lire les écrits. Mais ce qui me frappait dans cette conférence, c'est qu'il développait une idée que je crois extrêmement juste et que je n'avais pas vu populariser jusqu'à présent, qui est celle d'une différenciation très grande entre les tempéraments des représentants, des militants des deux grandes familles populistes considérées comme telles en France. Je parlais de la France insoumise et du Front National. Il expliquait que les militants du Front National ou les électeurs du Front National sont davantage dans le repli sur eux-mêmes, dans la suspicion à l'égard des autres, y compris lorsque les autres leur sont proches, et dans un pessimisme absolu quant à la possibilité pour leurs propres enfants de connaître un avenir qui soit meilleur que celui qu'ils ont connu eux-mêmes. Ce phénomène n'existe pas de façon aussi marquée chez les électeurs de la France insoumise, où il y a moins de repli, plus d'altérité, mais en même temps plus de colère, ou en tous les cas autant de colère. Et il y a chez l'extrême gauche française, la gauche radicale, cette idée, j'en précise d'ailleurs, j'en profite pour préciser que lorsque j'étais chez les radicaux de gauche, je n'étais pas dans la gauche radicale, puisque les radicaux de gauche, au début des années 80, sont le centre-gauche français. Ils sont à la droite du Parti socialiste. Donc c'était quand même une rébellion très mesurée. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis allé ensuite dans la Manche, qui est le pays de Tocqueville, qui avait pour vocation, pour caractéristique, de définir les habitants de la Manche comme étant violemment modérés. J'ai donc toujours été, pour ce qui me concerne, violemment modéré. Je considère que la pondération est une qualité et que l'excès et l'outrance sont une pente, et qui est d'ailleurs la pente des populistes. Et de la même manière, les populismes français ne ressemblent pas au populisme allemand. Dans le populisme allemand, il y a un mélange d'hostilité à la solidarité considérée par l'extrême droite allemande comme trop forte, que le gouvernement allemand a eu à l'égard des peuples européens qui n'avaient pas fait les efforts budgétaires, alors que le populisme français est un populisme qui s'érige contre la rigueur budgétaire allemande.
c'est-à-dire qu'ils sont dans des positions inverses et symétriques. Donc il n'y a pas un populisme européen, il y a des populismes européens. De la même manière, si on regarde très précisément ce qui se passe en Italie, le mouvement 5 étoiles et le mouvement d'héritier de la Ligue du Nord de Salvini ne sont pas du tout sur les mêmes thèses ni les mêmes thèmes que la France insoumise et que l'extrême droite française ou le Front National. Donc il y a des populistes. Pourquoi est-ce que ces populistes, c'est mon analyse, connaissent aujourd'hui cette puissance, cette force? Pour plusieurs raisons. La première résulte de l'incapacité dans laquelle ont été les formations traditionnelles qui se sont affrontés au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire le PPE et le PSE, les conservateurs et les sociodémocrates, d'apporter à l'Europe, sur les grands enjeux qui la concernaient, les réponses que les citoyens attendaient d'elle. Je vais prendre des exemples très concrets. Nous avons des décennies d'existence de l'Union européenne. L'Union européenne a été populaire et a cantonné les populistes aussi longtemps qu'elle a réussi à investir dans des pays qui avaient besoin de connaître de la modernisation à travers les fonds structurels, ce qu'on appelait les fonds objectifs 2, pour faire des routes, pour faire des ports, pour faire du transport dans les pays notamment d'Europe du Sud qui étaient les plus en retard. Et depuis qu'on est sorti des fonds structurels, il n'y a plus de lisibilité de ce que sont les grands investissements européens. Le plan Juncker, c'est 300 milliards d'euros seulement, dans un continent où la jeunesse a besoin de savoir ce qu'on va faire en matière de transition énergétique. La transition énergétique, si on veut sortir du nucléaire, aller vers les énergies renouvelables et atteindre les objectifs du plan climat, ce sont des investissements qui vont bien au-delà de ce que le plan Juncker prévoit en termes d'enveloppe. Donc beaucoup des jeunes sont préoccupés par ces sujets et ne voient pas l'Europe investir. Les investissements, c'est l'écomobilité. Les investissements, c'est la recherche dans l'intelligence artificielle et le transfert de technologies. Les investissements, c'est aussi l'université et la possibilité donnée à chaque jeune de pouvoir étudier à l'étranger en bénéficiant, par exemple, de la garantie jeune pour. Bon. Et la France, par exemple, à travers son président de la République, propose un budget de la zone euro qui est très difficile à mettre en œuvre pour des raisons qui tiennent aux équilibres politiques dans les pays de l'Union européenne, mais personne ne propose qu'on porte le plan Juncker 300 milliards à 1000 milliards d'euros pour faire ces investissements de croissance dont l'Europe a besoin. Et vous pensez que ça menace la survie, la pérennité de l'Union européenne ? Je pense que si on n'arrive pas à faire la démonstration sur l'économie, je viens d'en parler, sur l'immigration, je pourrais en parler, en renforçant la relation euro-sahélienne, pour faire en sorte qu'il y ait à la fois du développement, de la lutte contre les filières de l'immigration irrégulière, contre les réseaux criminels de la traite des êtres humains. J'ai vu, quand j'étais ministre de l'Intérieur, des réseaux criminels internationalement organisés qui prélevaient 15-20 000 euros sur des gens qui n'avaient rien, des personnes extrêmement pauvres et désespérées, pour les mettre sur des embarcations de fortune en Méditerranée, en sachant que la plupart d'entre elles mourraient, et en leur promettant un Eldorado qui n'existait pas. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les forces de police, les ONG de part et d'autre de la Méditerranée travaillent ensemble pour créer les conditions d'un démantèlement de ces réseaux et du maintien des populations qui ne sont pas des populations de réfugiés, mais des populations de migrants économiques, puissent connaître un avenir là où elles sont et contribuer au développement de leur pays. Pas de lisibilité de la politique de l'Europe. En matière de terrorisme, je vais vous raconter 2 anecdotes qui vont vous montrer que l'Europe a quand même été très lente à traiter les sujets qui relevaient de sa compétence. En l'espace de quelques mois, lorsque j'étais nommé ministre de l'Intérieur, j'ai vu des centaines de jeunes Français partir sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie. Mais lorsqu'ils revenaient, lorsque les terroristes revenaient d'Irak et de Syrie pour frapper nos concitoyens en Europe, il n'y avait aucun contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne de nos propres ressortissants européens, sous prétexte qu'ils bénéficiaient de la libre circulation au titre de Schengen. Pour obtenir la réforme de l'article 8-2 du Code frontière Schengen et permettre ce contrôle, il a fallu des mois de combat, parce que au Parlement européen, on n'en voulait pas, les libéraux, les sociodémocrates, certains PPE n'en voulaient pas. Mais quand il y a eu le drame du Bataclan, je prends un autre exemple, où il y a eu des morts en nombre, qu'il a fallu faire une directive sur les armes à feu, j'avais jamais pu obtenir un accord des pays de l'Union européenne et du Conseil Justice Affaires intérieures pour cette directive, parce qu'il y avait les lobbies des balles trappeurs et des organisations de chasse qui s'y opposaient. Il a fallu un bras de fer incroyable. Donc,
les populistes sont aussi le résultat de l'incapacité de ceux qui sont en situation de faire vite quand il y a urgence et de faire de façon visible en suscitant une espérance lorsqu'il y a des attentes dans les jeunes générations. Et pour moi, le populisme, c'est le résultat de cette incapacité-là. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les défenseurs de l'Union européenne sont dépassés aujourd'hui par cette vague eurosceptique et par les populistes? En tous les cas, ils donnent le sentiment d'être en difficulté pour maîtriser cette situation. Et moi, je suis très frappé de voir que les conseils européens voient les déclarations des chefs d'État et de gouvernement se succéder sur les sujets les plus urgents. Je pense à la crise migratoire, qui est aussi une crise humanitaire qui devrait susciter un sursaut de solidarité, notamment, avec des déclarations de satisfaction qui ne sont rien d'autre que le constat de la destruction de toutes les solidarités que nous avions réussi à construire avec le processus de réinstallation, de relocalisation, la mise en place de Frontex, l'adaptation de notre dispositif d'accueil des réfugiés, y compris en France. Lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, il y avait 40 000 places d'accueil en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On a réussi à les porter à 80 000. Quand nous étions à Calais, qu'il y avait 12 000 réfugiés, des enfants, pour la plupart d'entre eux petits, qui vivaient dans la boue de Calais, dans le froid, et qu'on a décidé d'évacuer cette jungle de Calais pour les mettre à l'abri dans des centres d'accueil et d'orientation, 475 centres d'accueil et d'orientation en France, qu'il a fallu affronter les manifestations de l'extrême droite dans les villes et les villages où on installait ces centres d'accueil et d'orientation. Nous l'avons fait. Et en le faisant, nous avons fait la démonstration que c'était possible. Donc moi, j'ai tendance à considérer que si les populistes augmentent leur audience aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont en charge de mener les politiques européennes, sur tous les sujets qui doivent l'être, sont enfermés dans des logiques qui sont des logiques d'inefficacité. Sur le plan budgétaire, c'est bien de contenir la dette et de réduire les déficits, mais si ça donne le sentiment à tous les peuples qui souffrent de l'austérité que l'Europe est une maison de redressement, vous avez peu de chances de convaincre les peuples qui sont tentés par le populisme de réadhérer à l'Europe. Si l'Europe est une maison de redressement, alors les populistes ont de beaux jours devant eux. Et l'Europe ne peut pas être qu'un carcan de discipline budgétaire, surtout quand on a besoin de croissance et d'investissement. Donc moi j'ai toujours été frappé lorsque j'étais au gouvernement, ministre des Affaires européennes, et c'est pour ça qu'à certains moments j'ai essayé de secouer le cocotier, parfois en me mettant en colère, de voir cette espèce, comment dirais-je, d'enquistement de la pensée européenne, là où les populistes, bien entendu, y allaient avec la démagogie. Entre la démagogie et l'enquistement, il y a de la place pour des réformes rationnelles. Donc, vous nous avez parlé des défis de la crise migratoire. On aimerait revenir à une période où vous étiez en charge de ces questions en France, notamment lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, en parlant du thème de la sécurité. Donc, on s'en souvient tous, vous étiez ministre de l'Intérieur lorsque la plus grande vague d'attaques terroristes a frappé la France en 2015 et en 2016. Je pense notamment aux attentats de Charlie Hebdo et aux attentats du 13 novembre. On se demandait au sein de Tribune quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris ces attaques terroristes. Bon, d'abord, je sentais que ce moment viendrait. La question pour moi, ce n'était pas de savoir s'il y aurait des attaques terroristes ou pas. C'était de savoir quand elles se produiraient et si nous serions en situation d'agir suffisamment tôt pour les éviter. Pourquoi est-ce que je raisonnais comme ça? D'abord parce que je voyais un nombre de plus en plus important de jeunes gens partir sur le théâtre des opérations terroristes, que je voyais l'incapacité de la communauté internationale, notamment en juillet-août 2013, lorsque nous avons demandé aux Américains d'accepter que la coalition internationale soit beaucoup plus dure avec le régime de Bachar el-Assad, et que nous n'avons pas obtenu l'accord d'Obama à ce moment-là. J'ai été préoccupé de ce que seraient les conséquences de cette déréliction, d'élitement de la situation politique et humanitaire en Syrie sur la puissance des terroristes. On a vu Daesh s'installer comme un État ou prétendant avoir les attributs d'un État pour asseoir son autorité partout. Et nous étions dans une situation en France où nous avions perdu 13 000 emplois dans la police et la gendarmerie, où les services de renseignement avaient perdu plusieurs centaines d'emplois, et où je n'avais pas d'instrument juridique pour, par exemple, empêcher le départ
des personnes radicalisées sur le théâtre des opérations terroristes. L'interdiction administrative de sortie du territoire n'existait pas. Lorsque des personnes étrangères qui avaient résidé en France revenaient sur le territoire national, je n'avais aucun instrument de police administrative pour interdire leur retour sur le territoire national. Lorsqu'il y avait des sites qui appelaient et provoquaient au terrorisme, appelant parfois à l'antisémitisme avec des propos abjects, il n'y avait aucun instrument pour bloquer ces sites qui appelaient et provoquaient au terrorisme. Aucun. Lorsque l'idée est apparue de le faire, il y a eu un débat incroyable sur la neutralité du net, sur le fait que c'était une remise en cause de la liberté d'expression, comme si le fait de pouvoir dire mort aux juifs sur Internet relevait de la liberté d'expression, alors que ça relève d'un délit qui doit être combattu absolument. Comme les propos anti-musulmans, comme les propos anti-catholiques, comme toutes les formes de haine qui peuvent se diffuser sur la toile. Donc, j'étais dans cette situation où je venais d'arriver, où les moyens des services n'avaient pas encore été rehaussés, où les instruments législatifs dont j'avais besoin n'existaient pas, y compris la loi sur le renseignement, et où le nombre de ceux qui partaient, qui voulaient nous frapper, augmentait, et où ceux qui commanditaient les attentats s'organisaient en un État. Donc, j'avais cette inquiétude. Quelle a été ma réaction lorsque j'ai appris cet événement? Une réaction double. La première réaction, c'est « nous y sommes et il nous faut faire face avec force, avec dignité, en convoquant des mots précis, les sentiments les plus républicains, les valeurs les plus humanistes et les plus universelles. » Et puis le deuxième sentiment que j'ai eu, vous le comprendrez parce que vous l'avez partagé avec tous les Français, et vous avez beau être ministre de l'Intérieur, vous n'échappez pas à ce sentiment, c'est un sentiment d'immense chagrin. Il fallait voir ce qu'étaient ces moments-là, quand on arrive dans les locaux de Charlie Hebdo et qu'on voit d'abord des personnes qui étaient dans la rédaction et qui sortent dans un état épouvantable, et la description des scènes à l'intérieur de Charlie Hebdo. La violence extrême, et la signification de cette violence. Parce que le premier attentat est celui de Charlie Hebdo, après les attentats de Toulouse contre les Juifs de France, à Toulouse et à Montauban. Ce premier attentat, ce second attentat après le premier, il signifie que l'antisémitisme est encore vivace en France, et que lorsque l'on s'attaque à des Français, les premiers auxquels on s'attaque sont ceux qui incarnent la liberté d'expression, l'impertinence française, la liberté française, par la caricature et par des propos. Donc c'est vraiment extrêmement violent. Et cette violence-là est bien entendu une violence qui suscite chez moi un double sentiment, le chagrin et la mobilisation. Justement, quand vous parlez, on voit un peu le sentiment que ces événements sont inéluctables et que de toute façon ça va se passer, même si on a un niveau d'alerte terrorisme maximal. À ce moment-là, quand une autre attaque se produit le jour de la fête nationale à Nice, est-ce que vous songez à démissionner face à tous ces problèmes qui sont les vôtres? Mais je pense que les choix que j'ai faits après mon passage au gouvernement ont montré que je n'avais aucune addiction au pouvoir. Et je suis dans toute cette période-là dans une mobilisation absolue contre le terrorisme. On passe des lois à l'Assemblée nationale, on ne dort pas, on met en place des dispositifs qui sont destinés à protéger les Français. Et il faudrait, sous prétexte que la barbarie nous frappe, lui concéder un succès supplémentaire en lui offrant une démission d'un préfet, d'un ministre, pour bien manifester aux yeux du monde que nous sommes à ce point déstabilisés qu'il faut que ceux qui se battent contre les terroristes démissionnent pour leur donner un trophée supplémentaire. S'il m'est arrivé de songer à ne plus exercer le pouvoir après que je l'ai exercé parce que je n'ai aucune addiction au pouvoir, il ne m'est jamais venu à l'idée de capituler devant la violence terroriste. Jamais. J'étais dans un combat contre la barbarie, j'étais dans un combat face auquel les Français avaient de l'inquiétude, j'étais dans un combat qui mobilisait mon administration tout entière, des policiers, des gendarmes exposés en première ligne, qui exposaient leur propre existence pour assurer la protection des Français
des agents de protection civile, des personnels hospitaliers mobilisés nuit et jour lorsqu'il y avait des attentats. Et il aurait fallu qu'à ce moment-là, alors qu'on cherchait à nous atteindre, on fasse une démonstration de faiblesse. Je n'y ai pas songé une minute à faire cette démonstration de faiblesse. Pas une minute. Mais est-ce que on entend un petit peu tout de même que vous estimez qu'il y a une sorte de fatalisme à ce terrorisme qui devait arriver. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la France a appris de ces attaques et est-ce que, d'une manière très concrète, elle est mieux préparée contre cette menace qui persiste encore? Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait du fatalisme face au terrorisme. J'ai pensé tout le contraire. J'ai pensé que nous étions en situation, et non seulement en situation, mais en devoir de tout mettre en œuvre pour le combattre. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que s'il n'y avait pas eu la loi renseignement, s'il n'y avait pas eu les 9 000 emplois créés dans la police, dans la gendarmerie, s'il n'y avait pas eu le nouveau schéma d'intervention des forces de sécurité, le RAID, le GIGN, la BRI, qui permettent d'intervenir en 20 minutes, comme cela a été le cas à l'occasion de l'attentat qui s'est produit non loin de Toulouse il y a de cela quelques mois, s'il n'y avait pas eu les nouveaux moyens technologiques donnés aux services de renseignement sous le contrôle du juge pour leur permettre de mieux prévenir les attentats, s'il n'y avait pas eu le démantèlement de réseaux terroristes à travers des enquêtes menées parfois à partir d'éléments même ténus récupérés à l'occasion de la mise en place de l'état d'urgence, il y aurait des attentats encore en nombre aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la France dans le cadre de la coalition pour sortir les états-majors de Daesh, de Raqqa et de Mossoul, il y aurait toujours des états-majors qui commanditeraient des attentats. Donc je n'ai jamais pensé qu'il y avait une fatalité. J'ai pensé au contraire qu'il y avait un devoir d'action absolu. Mais ce que j'ai dit en revanche, parce que c'était la vérité, c'est que dans la situation où nous étions face à ce phénomène particulier et inédit auquel nous n'avions jamais été confrontés, le fait que nous prenions 100% de précaution ne signifie pas le risque zéro. Même si zéro précaution signifie en revanche 100% de risque. C'est ça que j'ai dit. C'est très différent. Justement, vous êtes premier flic de France. Je ne le suis plus, il y a M. Colomb maintenant. Vous étiez M. Colomb. Vous étiez premier flic de France. Et justement, on aimerait revenir sur une partie de votre mandat politique. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit que vous êtes allé trop loin dans une mesure ou trop loin dans une décision, et si c'était à refaire, vous ne l'auriez pas fait de cette manière-là? Si vous voulez, quand vous êtes ministre, vous posez tous les jours la question de savoir si ce que vous avez fait était ce qu'il fallait faire. Non pas parce que vous avez la main qui tremble et parce que vous êtes envahi par le doute, mais parce que vous n'êtes jamais sûr de bien faire, même quand vous voulez atteindre cet objectif. Et que cette interrogation sur le fait de savoir quelle est la décision pertinente, quelle est la bonne manière d'agir lorsqu'on est confronté à un tel niveau de défis et d'enjeux, est une question que vous avez le devoir de vous poser à vous-même. Donc, oui, bien entendu, je me suis souvent posé la question de savoir si ce que je faisais était ce qu'il fallait que je fasse, mais une fois que je m'étais posé cette question et que je prenais une décision, c'était parce que je pensais qu'il fallait la prendre. Et je l'assumais, bien entendu, quitte à parfois corriger à la marge tel ou tel aspect d'une décision que j'avais prise pour améliorer encore le dispositif. Donc le doute, quand vous êtes ministre, c'est plutôt une qualité, parce que sinon vous êtes vite dans l'arrogance de ceux qui ont le sentiment de tout savoir, parfois jusqu'à se prendre pour des dieux, et qui à la fin rencontrent quelques obstacles ou quelques embûches qui les ramènent à la réalité. Moi, je n'ai jamais été dans cet état d'esprit, ni dans la volonté de faire cette démonstration. L'action publique, ça a toujours pour moi appelé de l'humilité, des interrogations, mais quand la décision est prise, elle doit être mise en œuvre, sinon il n'y a pas d'efficacité de l'action publique. Donc, on a abordé un certain nombre de thèmes sur la sécurité, votre période lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. On aimerait maintenant vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles et sur votre vision en général de la politique, en abordant une question sur la loyauté. Donc, vous êtes resté successivement sous les différents gouvernements du quinquennat de François Hollande. Vous avez été en charge de grands ministères, puis vous avez terminé en tant que Premier ministre. La question qui me vient tout de suite à l'esprit quand je vois ce parcours, c'est est-ce que vous considérez que la loyauté, ça paye en politique ? La loyauté ne paie pas en politique si l'on considère que le paiement est une forme de rétribution personnelle que l'on attend fébrilement quand on s'engage. Mais la loyauté est le seul comportement qu'on puisse avoir si
on a intégré cette réalité que je n'ai pas eu de mal à intégrer pour ce qui me concerne, compte tenu de ma taille, que la France est plus grande que nous. La France est infiniment plus grande que nous. Et lorsque je suis arrivé place Beauvau comme ministre de l'Intérieur et que j'ai vu la galerie des centaines de portraits des ministres de l'Intérieur qui m'avaient précédé, et que j'ai constaté que ceux qui avaient marqué les esprits ou l'histoire se comptaient sur les doigts d'une demi-main, j'ai vu la confirmation de ce que j'avais intuitionné depuis le début de mon engagement politique, c'est-à-dire que la France est infiniment plus grande que nous et que la légitimité éphémère dont nous disposons pour la servir doit nous conduire à la servir entièrement en nous contentant de la servir seulement et en étant loyal au pays. Et être loyal au pays, c'est être loyal aux institutions. C'est-à-dire que lorsqu'un président de la République vous nomme pour accomplir une mission, vous pouvez immédiatement, après qu'il vous a nommé, vous poser la question de savoir par quels moyens vous allez pouvoir le trahir pour construire votre propre destin. C'est toujours possible de raisonner ainsi. Mais lorsque vous raisonnez ainsi, généralement, vous vous mettez en situation d'être grandement trahi par ceux qui vous serviront après que vous avez réussi, parce que en trahissant, vous rendez la trahison légitime. Et si vous rendez la trahison légitime, vous rendez possible le fait qu'elle s'exerce à l'encontre de vous-même. Vous pensez que Emmanuel Macron a trahi ? Attendez, je vois où vous voulez revenir, mais vous êtes un journaliste en herbe. On essaie de développer des considérations sur la politique et vous y arrivez immédiatement par le biais « on va taper Macron ». Non, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est de vous dire ce à quoi je crois. Je crois à cela. Bon. Et si vous ne faites pas ça, vous affaiblissez les institutions. Et si vous affaiblissez les institutions dans un pays et dans une Europe qui est traversée par une crise profonde, alors vous privez la politique des instruments dont elle a besoin pour pouvoir accomplir ses missions d'intérêt général. Bon. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas être engagé dans la vie politique en pensant que votre destin personnel est la seule chose qui compte, au point parfois d'oublier de vous poser la question de savoir ce que vous ferez lorsque vous serez au pouvoir après que vous aurez gagné l'élection. On ne vient pas de nulle part. On a des racines, il y a une histoire. On peut bien entendu s'inscrire en contraste par rapport à cette histoire, mais on ne peut pas la nier. Et donc nous sommes tous les héritiers de quelque chose. Et nous sommes aussi tous des passeurs vers des générations suivantes. Et moi, je ne crois pas que l'on puisse couper les fils de l'histoire. Et sans être totalement marxiste, je pense comme Marx que la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Et que cette idée qu'il puisse y avoir des destins personnels qui s'affirment par-delà les institutions en les affaiblissant est une idée qui finit par conduire à se trouver affaibli soi-même sous les décombres des ruines qu'on a parfois contribué à créer. Alors enfin, Emmanuel Macron, puisque je ne vais pas vous contrarier, Emmanuel Macron est un garçon qui a beaucoup de talent, d'intelligence. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans de près et j'ai vu ses qualités. Mais j'ai eu un désaccord fondamental avec lui sur les questions que je viens d'évoquer. Et je le lui ai dit. Et ça nous a mis en distance l'un de l'autre. Et par ailleurs, j'ai un désaccord avec lui sur la politique économique et la politique qu'il mène. C'est-à-dire que mon désaccord au début, qui concernait une relation à la loyauté aux institutions, s'est peu à peu transformé en un désaccord politique sur le fond. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il soit bon et juste, si on veut maintenir l'unité de la nation dans un contexte de crise, de prélever 6 milliards sur les plus pauvres des Français pour faire 6 milliards d'allègements sur les plus riches. Je pense que ce n'est pas bien de dire au moment où j'évacue Calais que la politique migratoire de la France n'est pas généreuse, en préconisant que celle de l'Allemagne l'est, pour finir par des circulaires et des décisions, au moment où il y a le problème de l'Aquarius, qui ne sont pas celles que j'aurais prises si j'avais été en situation de les prendre. Voilà. Donc, oui, j'ai des désaccords politiques, je les assume, mais en même temps, je ne vais pas les exprimer tous les jours de façon agressive, parce que je sais à quel point c'est difficile de gouverner, que je ne souhaite pas que ce gouvernement échoue,
et qu'en étant tous les jours dans l'outrance des oppositions politiques, on abaisse la politique, même si je n'ai pas oublié que beaucoup de ceux qui gouvernent aujourd'hui et à l'égard desquels j'ai ces précautions n'ont eu aucune précaution au moment où moi-même j'étais au gouvernement. Mais généralement en politique, il n'est pas très bon de faire subir à autrui ce que vous n'avez pas aimé qu'autrui vous fasse subir à vous-même. Je le dis pour ceux d'entre vous qui feront une carrière politique, j'espère qu'ils seront nombreux. Quelques principes solidement établis et jalonnant votre parcours valent mieux que des objectifs pour soi-même qui conduisent à enlever toutes les buts témoins sur le chemin des destins politiques, qu'ils soient collectifs ou personnels. Voilà, je crois cela. Je conviens avec vous que je suis totalement démodé, absolument ringard, totalement old-fashioned. Vous l'avez dit d'ailleurs en faisant référence tout à l'heure à mes habitudes vestimentaires. Mais c'est ainsi. Parce que je pense que quand les brumes des modes se lèvent, on revient à des choses fondamentales. Et les choses fondamentales, ce sont les convictions. Et les convictions n'ont pas de portée s'il n'y a pas de la sincérité. Voilà ce que je pense. On avait posé la question à Manuel Valls lorsqu'il était venu il y a quelques mois à l'école dans cette même tribune. On lui avait demandé comment il considérait le dernier quinquennat, c'est-à-dire celui de François Hollande. Et on voulait vous demander votre avis pour savoir si vous êtes d'accord avec Manuel Valls lorsque celui-ci avait déclaré que ce quinquennat a été un véritable échec. Non. Je ne suis pas d'accord avec Manuel Valls sur ce point. Et je vais simplement vous dire pourquoi. Parce que Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur comme moi. Est-ce que créer 9000 emplois dans les services de police, de renseignement, augmenter les crédits de ces services de 20%, faire une loi sur le renseignement, c'est la même chose que de détruire 13 000 emplois et que de réformer les services de renseignement de telle sorte que nous n'ayons plus les outils du renseignement territorial qui permettent de déceler des signaux faibles. Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est la même chose que d'être dans une situation où la compétitivité des entreprises est très affaiblie et de créer les conditions d'un rétablissement de cette compétitivité qui permet de rétablir la compétitivité de 2 points, ce qui n'est quand même pas négligeable en l'espace d'un quinquennat, en permettant au nouveau président de la République, qui oublie de citer ses sources, de bénéficier d'une croissance que les récentes décisions de politique économique, je parlais notamment des décisions de politique fiscale, a contribué à altérer. Non, ce n'est pas un échec. Est-ce que le fait de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, quand on en a supprimé 80 000 et que les difficultés sociales dans un certain nombre de quartiers doivent conduire les enfants qui ont besoin d'avoir accès aux fondamentaux, à la lecture, d'avoir des enseignants face à eux, parfois même plus d'enseignants qu'il n'y a de classes, puisque nous avons mis en place ce dispositif plus de maîtres que de classes pour faire en sorte que les enfants qui étaient les plus en difficulté puissent bénéficier d'un soutien. Non, ce n'est pas du tout un échec. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que tout ce qui a été fait pendant le quinquennat précédent relevait de la réussite? Absolument pas. Ce n'est pas parce que je considère que ce quinquennat n'est pas un échec que je considère qu'il est une réussite sur tous les points. Par exemple, un sujet sur lequel Manuel Valls était très en pointe et sur lequel j'étais très en retrait, c'est la question de la déchéance de la nationalité. Il était très en faveur de la déchéance de la nationalité. Je n'y étais pas favorable. Et je pense que la déchéance de la nationalité a été une mauvaise idée qui a contribué à brouiller l'image de ce quinquennat, par exemple. Donc ce n'est pas parce que je dis que ce quinquennat n'est pas un échec sur les faits, sur le fond. Il est un échec politique puisque nous ne sommes plus là. Mais avec le temps, généralement, l'histoire fait le tri de ce qui est positif et de ce qui ne l'est pas par-delà les emportements d'une période. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus là que ce quinquennat est un échec, et ce n'est pas parce que ce quinquennat n'est pas un échec qu'il n'y a pas eu des échecs dans ce quinquennat. Je conviens que ce que je vous dis est un peu nuancé, dans une époque où les outrances sont partout. Mais je pense aussi que quand on sera sorti de cette période d'outrance, de propos agressifs, caricaturaux, et qu'on remettra la réflexion sur le métier, on se rendra compte que l'esprit de nuance n'est pas inutile lorsqu'on veut apaiser un pays qui est traversé par des confrontations et des conflits. Quand on voit la gauche balayée par la tempête Macron, et justement notamment la vente de Solferino par le PS, on pose la question à la tribune de quel avenir pour la gauche, et notre question c'est de savoir
À votre avis, qui peut devenir président de la gauche aujourd'hui? Vous avez un talent incroyable pour poser 10 questions en une, en créant d'ailleurs les conditions pour que parmi les nombreuses questions que vous posez, certaines ne puissent pas avoir de réponse parce qu'elles sont difficiles à porter. Je vais quand même essayer de répondre à toutes les questions. Ce n'est pas la tempête Macron qui a conduit à la disparition de la gauche. C'est l'irresponsabilité collective de la gauche face aux défis auxquels elle était confrontée qui a conduit à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Quand on est confronté à une situation comme celle que je vous ai décrite sur le terrorisme, quand on est confronté à une crise économique et financière parmi les plus graves qu'ait connue l'Europe, avec la situation de la Grèce et l'obligation de prendre des décisions rapides, lorsqu'on est confronté à un processus de désindustrialisation qui conduit la campagne présidentielle de 2012 à se passer, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les plus jeunes d'entre vous, dans des entreprises où il y a des plans sociaux, et que les socialistes, dans leur globalité, sont suffisamment responsables pour déclencher une fronde par jour, préparer le prochain congrès du Parti socialiste comme si c'était d'urgence que de préparer le prochain congrès du Parti socialiste en organisant les jeux entre les tendances, alors qu'on est dans un pays qui est dans cette situation. Il ne faut pas s'étonner à la fin qu'une partie des Français ait envie d'autre chose. Ce sont ces comportements-là qui ont engendré Emmanuel Macron. C'est pas, et la défaite du Parti socialiste, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a suscité. Il a profité de cela. Mais il n'est pas l'auteur de ça. J'essaie d'être juste quand même. On ne peut pas imputer à Emmanuel Macron toutes les difficultés du monde, y compris celles qui nous concernent, nous, socialistes. Première réponse. Deuxième réponse, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous ceux qui pensent qu'il s'agit de l'échec d'un gouvernement pour créer les conditions d'une alternance et revenir comme s'il ne s'était rien passé se trompent profondément. Parce que ce qu'a révélé le phénomène qui s'est produit en France en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron et ce qui se produit partout en Europe avec la montée des populismes est la démonstration de l'échec des formations politiques traditionnelles, de l'affaiblissement considérable des élites qui les ont dirigées sur le plan intellectuel et politique. Et par conséquent, il n'y aura pas de retour de la gauche, il n'y a pas une refondation intellectuelle de cette gauche. Et s'il n'y a pas une réconciliation de cette gauche en même temps qu'elle fera sa refondation intellectuelle avec les syndicalistes, les associatifs, les intellectuels, les élus qui, dans les territoires, essaient de faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une capacité de la gauche à aller en profondeur pour ressusciter de l'adhésion autour des valeurs qui parlent aux Français. Je crois que c'est possible, mais je ne pense pas que cela soit possible en faisant l'économie de ce travail de refondation. Qui peut être le responsable de cette gauche demain? Je ne sais pas. Mais il y en aura un. Parce que la nature politique a horreur du vide. Et un jour, il en réapparaîtra un qui incarnera cette espérance, qui sera capable d'organiser cette refondation et qui, par conséquent, créera les conditions pour que l'on reprenne le pouvoir. Quelle est la stratégie qu'il faut avoir? La stratégie qu'il faut avoir, c'est d'abord d'avoir à l'esprit qu'il faut remplir cet agenda et qu'il faut le faire en ayant une structure de rassemblement dans la clarté de tous ceux qui croient que la gauche n'est pas moins belle lorsqu'elle gouverne, que la gauche n'est pas dans la trahison d'elle-même lorsqu'elle accepte de se confronter à la réalité du pouvoir pour changer, en acceptant de prendre des coups, d'affronter toutes les difficultés. De ce point de vue-là, je pense que ce qu'avait fait Mitterrand dans les années 60 avec la Convention des institutions républicaines, c'est-à-dire en créant un groupe d'individus déterminés à refonder la gauche et par cercle concentrique, en élargissant à partir de cette famille le cercle pour créer les conditions d'Épinay et d'une redynamisation de la gauche, est ce qu'il faut faire. Mais contrairement à ce qu'a fait François Mitterrand, il faut le faire dans la clarté dans la relation avec l'extrême gauche et la gauche radicale. Mitterrand avait fait une alliance avec les communistes en pensant que cette alliance les conduirait à disparaître parce qu'il les aurait enserrés très fort dans ses bras. Moi, je pense qu'il faut être clair avec la gauche, avec Mélenchon lui-même, ses amis et son discours, sans s'abstenir de parler à ceux qui votent pour lui. Il faut être clair en disant des choses simples. La gauche, ce n'est pas un nombre de plus en plus grand de gens qu'on met en colère dans une impasse en décrétant que la gauche est d'autant plus authentique qu'elle est plus en colère.
Et que plus on est dans l'outrance, plus on est dans la colère, plus on est dans la radicalité, plus on est authentiquement à gauche. Je ne crois pas ça du tout. Je pense que la gauche est plus authentiquement à gauche lorsqu'elle accepte de confronter la puissance d'un idéal avec la réalité. Partir du réel à aller à l'idéal, comme disait Jaurès, c'est aussi cette ambition que portait Pierre Mendès France. Pour moi, l'avenir de la gauche se déclinera dans un néo-mendésisme, pas dans une démagogie outrancière. Et par conséquent, pour moi, le leader de la gauche de demain qui refera gagner la gauche est un leader qui sera capable de mettre sur un chemin des hommes et des femmes galvanisés par une espérance, sans jamais mentir aux Français en leur disant le contraire de ce que nous dicte la réalité. Non pas parce que la réalité doit nous dicter une politique, mais parce qu'elle doit nous dicter la matière à partir de laquelle on doit la dépasser pour accéder à l'idéal. Et pour moi, ça, c'est-à-dire se mettre sur un chemin d'espérance, c'est pas se mettre sur une impasse en suscitant toutes les colères, toutes les outrances, tous les excès, en usant de toutes les insultes, de toutes les mises en cause, pour atteindre l'autre. Et en termes de comportement politique, de valeurs, d'idéaux, je ne pense pas que ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon soit conforme à ce qu'est l'histoire de la gauche lorsqu'elle porte une espérance. Parce que la gauche française, c'est Jaurès. La gauche française, c'est Blum. La gauche française, c'est Mendès. La gauche française, c'est François Mitterrand. Et la gauche française, c'est pas Maduro. C'est pas le modèle vénézuélien. C'est pas cette volonté de radicalité violente. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix stratégiques. Et ces choix stratégiques, il faut les faire dans la clarté, surtout si on veut à un moment donné comprendre que la colère dans une impasse, c'est la stérilisation de la gauche. C'est son incapacité à agir. C'est une invalidation de l'espérance. Et ça, je crois vraiment profondément. Et je pense que si on n'intègre pas ça, alors c'est la droite à perpétuité pour nos générations. Même si nous ne sommes pas... D'abord, dans cette salle, il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent souhaiter la droite après perpétuité, j'imagine. Et peut-être que dans cette salle aussi, il doit y avoir des étudiants qui doivent souhaiter que Mélenchon l'emporte, pour les uns et pour les autres. Et devant les uns et les autres, je m'excuse pour ce que je viens de dire. Mais peut-être y a-t-il une petite minorité qui pourra grandir et qui pense que la gauche peut être une espérance avec... une exigence de rigueur intellectuelle et une confrontation à la réalité. Et à cela, je dis que ça ne peut pas se faire dans l'ambiguïté. Alors pour terminer cette interview, on aimerait vous poser une dernière question un peu plus personnelle. Donc vous avez succédé à Manuel Valls en tant que Premier ministre pour un mandat de transition relativement court par rapport aux autres Premiers ministres de la Ve République. Alors même si on a compris pendant l'interview que vous n'avez jamais souhaité mettre votre pouvoir personnel avant tout, est-ce que vous considérez tout de même que ce poste de Premier ministre a été votre plus grande réussite dans votre carrière politique ? Non. D'abord, vous avez eu l'extrême gentillesse de souligner que j'avais été le Premier ministre de la Ve République qui avait duré le moins longtemps. J'ai apprécié cette extrême délicatesse, qui par ailleurs n'est rien d'autre que l'expression d'une vérité. C'est une réalité objective. Il faut toujours convoquer les faits. Mais comme il m'arrive de me demander si on n'est pas revenu à la 4e, j'aurais été celui de la 4e qui aura duré le plus longtemps. C'est aussi une manière d'analyser les choses. Non, pour moi, si je dois dire ce qui m'a beaucoup passionné dans la vie politique française, c'est la construction de la ville dans sa dimension urbaine. François Mitterrand, à la fin de sa vie, alors qu'il était très malade, avait participé à une émission littéraire et on lui avait posé la question suivante. Il était vraiment épuisé, mais Monsieur le Président, pour vous, qu'est-ce que l'Europe ? Et il avait eu une très belle réponse. Il avait dit, pour moi, l'Europe, c'est la ville. C'est-à-dire une structuration urbaine, une manière de vivre en commun, à travers une fréquentation des lieux de culture, une conception de ce qu'est l'architecture et de ce qu'est l'organisation de l'espace. Pour moi, une grande passion de ma vie politique, ça a été de contribuer à transformer une ville dont j'ai été le maire. Ça, c'est une grande fierté. Et c'est une grande fierté parce qu'on ne peut pas le faire seul, parce que là, ce n'est pas la peine de théoriser la verticalité, Jupiter, etc. Si vous ne faites pas avec les gens, ça ne marche pas. Et quand vous faites avec les gens, ça marche beaucoup mieux que quand vous prétendez tout faire tout seul sans eux. Donc ça, c'était
extrêmement passionnant. Ça a été aussi très éducatif, parce que quand vous êtes en politique, même si on estime avoir une certaine intelligence pour soi-même, ça peut arriver à certains, aller puiser un peu d'enseignement auprès des autres, ce n'est pas inutile. Eh bien, l'expérience municipale m'a énormément appris sur ce qu'est l'action collective, la vision de la relation au territoire, l'enracinement. En politique, le fait de ne pas avoir été élevé en serre, c'est-à-dire d'avoir grandi vite sans avoir développé des racines, est une bonne manière de pouvoir résister aux tempêtes lorsqu'elles arrivent. Bon. Donc, mandat municipal, penser sur la ville, l'urbanisme, l'action collective, la relation au territoire, passionnant. L'intérieur, parce que l'intérieur, ça a été la confrontation à un sentiment que j'ai tout à l'heure désigné, nommé comme le chagrin, et le chagrin peut fracturer. Il fallait que la France demeure à ce moment-là une et indivisible. Ça a été une grande épreuve, et en même temps, ça a été un grand honneur, et ça a été la construction d'une relation extrêmement émouvante avec les Français. Et quand les Français, je les rencontre dans la rue, ça m'arrive de me promener plus qu'avant, ils me parlent beaucoup de ça. Et pour moi, ça a été un moment d'authenticité, d'engagement sincère. Et Matignon, je n'ai pas pu faire autrement, puisque une grande partie de ceux qui auraient pu y aller étaient partis aux primaires ou à l'élection présidentielle, et qu'on était bien seul avec François Hollande à ce moment-là. Hein, beaucoup plus seul qu'en 2012, où certains dormaient sur le paillasson du siège de campagne pour être sûr de le croiser le matin. À la fin, c'était plus du tout ça. Donc, j'ai été nommé parce qu'il y avait moins de monde. On va passer aux questions du public. Merci beaucoup pour cette première phase. Je ne sais pas, il doit y avoir une épidémie de bronchite dans cette salle, parce que depuis que je suis rentré, je ne suis pas médecin, mais enfin, consultez quand même, parce que on doit pouvoir vous donner des remèdes pour... Bonsoir, monsieur Cazeneuve. Je vous en prie. Je me demandais en fait s'il y avait une cause au départ qui vous avait poussé à vous engager en politique, et si aujourd'hui il y a une autre cause qui vous pousserait à reprendre à rechercher à nouveau un mandat national. Je vous remercie. Ce qui m'a poussé à agir en politique, c'est une enfance qui s'est passée dans les quartiers les plus difficiles, d'une ville les plus difficiles, avec un père enseignant vieille méthode, c'est-à-dire hussard noir de la République, laïque, et croyant que l'école était faite pour permettre à chaque enfant, absolument quels que soient ses handicaps de départ ou les difficultés sociologiques, à apprendre à lire, à écrire, à avoir accès à la connaissance, à s'épanouir. Et moi, j'ai fait toute ma scolarité dans une école de la ville, d'un quartier très difficile de la ville de Creil, avec un père qui, le samedi et le dimanche, mettait ses enfants autour de la table, avec des enfants issus de toute nationalité de ce quartier qui était en très grande difficulté, pour faire en sorte que chacun ait sa chance. Et j'ai donc vu l'injustice sociale, la difficulté sociale, la misère sociale, le mépris social, qui est le sentiment, le mépris et l'arrogance sociale, qui sont des traits de la nature humaine, qui sont en réalité une manifestation de force, d'effort à l'égard des faibles, qui sont généralement, en réalité, des traits de caractère de gens qui sont faibles avec l'effort. Bon. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé que l'injustice était insupportable, qu'elle pouvait être corrigée. Mon père m'en apportait la démonstration. Il était lui-même militant. Et que c'était un devoir. Ça donnait un sens à une vie que de faire en sorte qu'on puisse essayer d'atteindre l'objectif de la réduction des inégalités et de la justice sociale, même si c'était difficile. Et tout cela en contraste avec le mépris social que je voyais parfois s'exercer dans ma ville natale, où la bourgeoisie était prédominante, où la gauche devait faire 10% aux élections, et qui était une ville qui vivait derrière ses remparts, comme si nous étions encore au lendemain de la Restauration. Bon. Donc voilà ce qui a conduit à m'engager. Qu'est-ce qui pourrait me conduire à revenir? D'abord, pour le cas où ça vous aurait échappé, je continue à regarder de très près tout ce qui se passe. Ce n'est pas parce que je n'exerce plus de responsabilité publique que j'ai un désintérêt subi pour la chose.
Mais ce qui pourrait me conduire à revenir, c'est à un moment le sentiment d'une telle gravité ou d'une telle situation que j'aurais le sentiment jusqu'à la fin de mes jours d'avoir manqué à mon pays en ne prenant pas la responsabilité de m'engager avec d'autres pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc, moi, je ne suis pas du tout de ces hommes politiques qui pensent qu'ils sont indispensables. Mais je pense qu'on doit se poser la question tous les jours de savoir comment on peut être utile. Il y a plein de gens qui se pensent indispensables et qui ne sont plus utiles à rien. Et il peut arriver que des gens utiles ne soient jamais indispensables. Et il y a des moments où on ne peut pas refuser de sauter l'obstacle lorsque le pays en a besoin. Donc moi, je ne vis pas avec une addiction au pouvoir. Je suis très heureux d'avoir pu exercer les responsabilités que j'ai exercées et très fier d'avoir pu servir mon pays. Je ne souffre pas de ne plus le servir, mais je n'aimerais pas qu'on dise un jour Bernard Cazeneuve aurait pu faire quelque chose là où il était, il ne l'a pas fait. Donc si je devais sentir à un moment donné que je peux être avec d'autres utiles, bien entendu, je ne refuserai pas de sauter l'obstacle. Mais ne pas refuser de sauter l'obstacle, c'est pas monter tous les jours sur sa monture en s'entraînant au steeplechase et en pensant qu'on va être le vainqueur du tiercé. Ça, ce n'est pas mon caractère et ce n'est pas mon tempérament. Je suis fils de Pieds-Noirs, c'est vrai, je suis socialiste, c'est vrai, mais je ne suis pas un disciple de Jules Mock. D'ailleurs, le socialisme à l'époque ne se résumait pas à Jules Mock. Il y avait le Parti socialiste unifié, il y avait le Parti socialiste autonome, il y avait à l'époque Pierre Mendès France qui a été quand même, avant que les choses ne tournent très mal en Algérie, un homme de gauche éminemment républicain qui a fait l'objet de la haine la plus dure de la part des conservateurs à droite parce qu'il avait engagé sur l'Indochine une démarche de décolonisation. Donc la gauche était profondément fracturée sur ces sujets-là. Et si j'avais été à l'époque jeune, je pense que j'aurais fait ce que mes parents ont fait. C'est-à-dire que j'aurais été, comme une minorité de gens de gauche situés en Algérie, favorable à l'indépendance. Mais il y avait des gens de gauche qui étaient favorables à l'indépendance, même si c'était douloureux pour eux. Le cas de Camus est un cas extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et il y a eu des militants communistes, des militants socialistes qui ont même été assassinés par l'OAS pour avoir pris cette position. Voilà, la gauche s'est fourvoyée dans cette période-là. Une partie de la gauche s'est fourvoyée, mais pas toute la gauche. Bonjour, je m'appelle Marie et ma question c'est la suivante. J'ai entendu que la gauche devait se confronter au pouvoir, mais pour qu'une partie de la population arrête de simplement voter contre. Je ne vous entends pas du tout, madame. C'est très dommage parce que vous avez l'air de me donner un conseil. Donc, Non, c'est pas du tout un conseil. Pardon, excusez-moi. C'est pas du tout un conseil. Ma question, c'est que pour qu'une grande partie de la gauche arrête de voter contre simplement, ou simplement, voilà, vote pour quelque chose, quelles seraient les idées concrètes d'une gauche à venir? Et des idées que, je dirais, l'extrême gauche ou la République en marche n'a pas. C'est une belle question. Et je vais y répondre en deux temps. D'abord, c'est une tradition dans la Ve République française depuis 1974, depuis l'élection de 1974, de voter contre autant qu'on vote pour. Je pense qu'il y a des gens qui ont voté contre Nicolas Sarkozy parce qu'ils étaient de gauche en 2017 en faisant élire François Hollande, mais qu'il y a des gens qui ont voté contre le candidat socialiste
qui ont voté pour Emmanuel Macron ou pour François Fillon parce qu'ils étaient contre le candidat socialiste, même si le président sortant n'avait pas pu se présenter. Et en France, la confrontation et l'absence de sens du compromis, contrairement à l'Allemagne, et l'absence d'esprit de nuance dans la manière dont on aborde les sujets est tellement fort qu'on vote contre avant de voter pour. Et c'est parce qu'on vote contre avant de voter pour, mais qu'on soit de droite ou de gauche, ce n'est pas une particularité de la gauche, qu'à la fin, il peut y avoir la déception. Et que la déception elle-même, quand le processus est celui que vous venez de décrire et que j'appuie de mon propos, le populisme en résulte immédiatement. Alors, qu'est-ce que serait la gauche par rapport à Emmanuel Macron et la France insoumise? Mais il n'y a pas que, il y a aussi M. Wauquiez, il y a aussi le Front National. Qu'est-ce que serait une gauche humaniste par rapport à tous ces courants? Je vais vous dire quels sont les thèmes sur lesquels elle devrait se positionner. D'abord, l'Europe, la gauche de gouvernement, la gauche d'espérance humaniste, ne peut pas entretenir d'ambiguïté sur l'Europe. Elle ne peut pas laisser à penser qu'on puisse sortir de l'Europe ou de l'euro. Elle doit être clairement européenne. Alors, ce n'est pas ce qui la différencie d'Emmanuel Macron, mais c'est ce qui les différencie de la France insoumise, d'une partie des Républicains et d'une partie du Front National. La gauche européenne doit être une gauche qui, très clairement, pose le principe d'un rééquilibrage de la politique de l'Union européenne en faveur de davantage de croissance et de solidarité. C'est-à-dire que le libéralisme économique, dans sa forme chimiquement pure, tel qu'il est incarné par le gouvernement actuel, ne peut pas être un remède contre les populismes en Europe. Et ne peut pas permettre à ceux qui en Europe souffrent de l'injustice sociale ou de la discipline budgétaire de retrouver foi dans le projet européen. Et donc là, c'est ce qui différencierait la gauche à laquelle j'aspire sur la question européenne de ce qu'est la politique européenne d'Emmanuel Macron. Je pense par ailleurs que la politique européenne que nous devons incarner, nous, socialistes, n'est pas une politique fédéraliste à base de réformes institutionnelles et de traités, mais ça doit être une politique à base de projets. Et je prends des exemples très concrets. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on porte le plan Juncker de 300 à 1000 milliards d'euros pour faire des investissements de croissance dans la transition énergétique, dans l'écomobilité, dans le transfert de technologies, dans l'intelligence artificielle. Je ne pense pas du tout qu'on va faire vibrer les Européens et lutter contre les populismes en faisant un budget de la zone euro qui ne peut pas être adopté compte tenu de ce qu'est le contexte politique en Europe et qui ne conduirait pas à des effets sur la croissance avant l'adoption de nouveaux traités ou de nouvelles dispositions juridiques, c'est-à-dire avant très longtemps. Donc l'Europe. Deuxième sujet, l'efficacité économique, oui. Il faut faire beaucoup pour les entreprises. Et le crédit d'impôt compétitivité emploi a été un allègement de charges pour les entreprises. Mais il ne faut pas confondre ce que l'on fait avec les entreprises avec ce que l'on fait pour les riches. Aider les entreprises à accroître leur compétitivité, oui. Aider les riches à s'enrichir au détriment des plus pauvres en creusant toutes les injustices sociales, c'est ouvrir un boulevard plus grand encore face au populisme. Et ça, c'est une différence avec la France insoumise, parce que je suis favorable à une politique de compétitivité pour les entreprises. C'est une différence avec Macron, parce que je ne suis pas en faveur de sa politique fiscale. C'est une différence avec la droite, dont on a vu qu'elle, avec le bouclier fiscal, était assez en soutien, parce qu'en communion de pensée politique en matière d'économie avec l'actuel gouvernement. Efficacité économique, Europe. 3, modernisation de l'État et des services publics. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'il faille plus d'impôts et plus de redistribution sans un effort considérable fait sur la qualité du service public et sans une modernisation des territoires, ce qui n'est pas la pensée de Mélenchon. Et je ne pense pas, contrairement à Macron, qu'on puisse avoir mieux de services publics avec pour seul objectif de faire des coupes sombres dans les administrations en permanence. Donc, et avec la droite et l'extrême droite, la différence est là aussi. Donc, moi, si je devais être le leader de cette gauche, voilà ce que je dirais. Il faut une Europe différente, mais pas d'ambiguïté sur l'Europe.
il faut de l'efficacité économique, mais beaucoup de justice sociale. Sinon, l'efficacité économique, qui ne peut être atteinte que par des réformes, conduit les Français, lorsqu'ils pensent réforme, à comprendre recul, et ils ont raison de raisonner ainsi, si l'injustice est partout. Il faut de la justice sociale, et il faut que le service public redevienne le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire l'instrument de la solidarité dans l'épreuve de la crise, sinon le populisme gagne partout. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, monsieur. Merci de votre présence à l'ESCB Europe. J'avais une question quant à votre attachement à la notion d'État et de choses publiques. Aujourd'hui, on est dans un monde d'instantané, d'informations qui circulent à une vitesse ahurissante. En politique aussi, on veut des résultats rapides. On ne conçoit pas des choses qui puissent s'inscrire dans la durée. Et c'est peut-être là-dessus que le quinquennat de François Hollande n'a pas su convaincre des nouveaux électeurs parce que justement des réformes structurelles ont été faites, mais les personnes ont vu une notion de changement et ont foncé dessus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en politique ou dans la vie en général, on puisse encore avoir cette notion de res publica, de choses publiques, d'État qui s'inscrivent dans la durée et qui ne soient pas juste une conséquence ou quelque chose d'immédiat? Là aussi, vous posez beaucoup de bonnes questions. C'est un bonheur d'être avec vous. C'est vrai que ce sujet-là est fondamental. La question du temps politique, de la relation entre la profondeur qu'appelle l'action publique, si elle doit donner des résultats et si elle veut aussi s'arrimer à un corpus de valeurs et de principes qui fait sens, et l'instantanéité presque instinctive des modes de communication politique dans un monde numérisé, avec la twitterisation de la vie publique, qui conduit un certain nombre de responsables politiques et non des moindres à user de la phrase brève au service des idées courtes. Parce que c'est ça un tweet. Un tweet, c'est une phrase brève au service d'une idée courte. C'est-à-dire le contraire d'un développement intellectuel, le contraire du déploiement d'un raisonnement. Je pense que la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est d'arriver à renouer avec le sens profond des valeurs et de l'engagement, avec une certaine conception de l'intérêt général qui doit appeler à un moment donné une capacité de résistance à l'ère du temps, et en même temps faire en sorte que cette capacité de résistance à l'ère du temps n'apparaisse jamais comme une arrogance, une incapacité à comprendre le peuple dans ses inquiétudes et ses aspirations, et ne prive pas par conséquent ceux qui dirigent de la possibilité d'agir. Ça implique aussi une grande éthique personnelle de ceux qui sont dans la vie publique. Vous voyez, moi j'ai essayé, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais j'y ai pensé à chaque instant lorsque j'étais ministre. Et par exemple que je répondais aux questions gouvernement au Parlement. Je n'ai jamais voulu, surtout que les questions gouvernement se passaient dans un tumulte terrible, fait de colibés, d'insultes, d'outrances, de cris, etc., j'estimais qu'une grande partie du populisme aussi résultait du spectacle qui était donné à la télévision par ceux qui auraient pu incarner autre chose que ce populisme. Et que le respect est une notion fondamentale en politique. Le respect de ceux qui ne partagent pas vos opinions, qui ne pensent pas comme vous, mais dont vous devez respecter les opinions avec d'autant plus de scrupules que, ne les partageant pas, vous êtes censé les convaincre d'adopter les vôtres. Ce n'est pas par l'arrogance que vous les convainquez, c'est par le respect. Et donc, ça veut dire aussi une éthique de l'action publique qui doit considérer à ne pas être constamment dans le jeu de la politique, qui est un jeu de la posture, qui consiste à critiquer l'autre dès lors qu'il vient de prendre le pouvoir, sans même lui donner le temps de déployer ses résultats. Moi, j'ai un sentiment sur la politique gouvernementale actuelle. Je ne me tais pas parce que je n'ai rien à dire. J'espère ce soir vous avoir convaincu que j'avais un début de vision, faute d'avoir une vision globale, cohérente et définitive. Mais je me tais, en revanche, publiquement, je ne m'exprime pas dans les émissions et les journaux, parce que je sais à quel point c'est difficile de gouverner, et qu'il faut laisser le temps à ce gouvernement d'obtenir des résultats avant que d'entrer en confrontation. Nous avons nous-mêmes, pendant les 5 dernières années, trop subi des coups de boutoir, des remises en cause permanentes, pour ne pas avoir intégré le fait que... Moi, j'ai toujours été fasciné, et plus encore depuis que j'ai été au gouvernement, parce qu'avant, je n'avais pas cette perception des choses aussi puissante qu'aujourd'hui,
de voir que ceux qui avaient quitté le pouvoir étaient immédiatement enclins à critiquer ceux qui l'exerçaient, en oubliant immédiatement toutes les contraintes qui s'étaient attachées à leur propre mission lorsqu'ils étaient en situation de responsabilité. Ce n'est pas un comportement responsable, ce n'est pas un comportement éthique. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas adhérer à la gauche radicale, non pas parce que je suis moins dans l'opposition qu'elle ne l'est, non pas parce que je suis moins attaché à l'authenticité des convictions, mais tout simplement parce que je sais la difficulté de la confrontation à la réalité et que d'être constamment dans la convocation des outrances n'est bon. Et à partir du moment où on parvient par un partage des principes éthiques de l'action publique, une exigence éthique à faire en sorte que ces principes prévalent, alors on crée les conditions d'une disparition des populismes aussi. Parce que le populisme, c'est un énervement. Et la lutte contre les populismes passe par un apaisement, par un retour de l'éthique de l'action publique. Et l'éthique de l'action publique, ce n'est pas une histoire d'aller lutter contre la corruption, etc. Une éthique de l'action publique, c'est un comportement politique individuel élevé qui doit conduire systématiquement à convoquer l'esprit de responsabilité. Donc oui, je partage ce que vous dites. Je ne suis pas désespéré quant à la possibilité de changer le cours des choses. C'est en grande partie une affaire de comportement collectif et d'éthique individuelle face à la chose publique. C'est l'esprit de Pierre Mendès France. C'est aussi l'exigence du général de Gaulle. Et ces personnages-là se sont donnés à l'exercice de l'État avant tout. Et ils ont fait en sorte qu'il y ait le minimum de décalage entre la conception qu'ils avaient de l'État et la manière dont ils l'exerçaient. Parce que c'était des personnalités qui avaient une épaisseur. Dernière question. Je suis très inquiet sur ces... Parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans les universités, mais là, une épidémie comme celle-ci, je n'ai jamais vu. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. J'ai le plaisir d'être originaire de Cherbourg, donc c'est un grand plaisir pour moi de vous poser une question. Je vous félicite. Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris la parole plus tôt. Je voulais crier, mais bon, je me suis dit, vous auriez pu. Je préfère être le dernier intervenant. Je voulais revenir... Vous savez faire le cri du goéland de Cherbourg? Le goéland qui attaque, oui, malheureusement, je le connais. Bon. Je voulais revenir sur un sujet un peu plus grave, c'est celui des attentats terroristes. Vous les avez évoqués. On a beaucoup parlé de Daesh et de la réaction, des mesures que vous avez prises pour lutter contre les attentats. Mais il m'a semblé qu'on n'a pas parlé des causes profondes de ces attentats qui ne peuvent pas venir du Moyen-Orient. Et je voudrais avoir votre point de vue d'homme de gauche sur les raisons profondes de l'occurrence d'attentats terroristes en Europe. C'est un sujet qui impliquerait que je revienne pour une séance un peu plus longue que celle que vous me consacrez. Bon, il y a plusieurs thèses parmi les orientalistes, les sociologues, les spécialistes de pensée, de santé mentale sur les causes de cet engagement dans la radicalité violente à partir d'une conviction religieuse ou d'une foi religieuse. Il y a ceux qui pensent qu'on est dans une société qui s'est radicalisée et que ceux qui se sont radicalisés de façon violente ont trouvé une manière plus cohérente de le faire dans l'engagement religieux. C'est la thèse d'Olivier Roy. La radicalité est partout, la radicalité violente est partout également. On le voit avec les phénomènes de Black Bloc, avec tous les phénomènes de violence contemporaine. Et on a un processus de radicalisation, d'islamisation de la radicalité qui est partout. Puis vous avez d'autres thèses, comme celle de Keppel, qui considèrent non qu'il n'y a pas un phénomène d'islamisation des radicalités ou de la radicalité, mais un processus de radicalisation de l'islam. Et autour de ces thèses, vous avez toute une série d'acteurs qui considèrent, certains, qu'il y a un processus de relégation, que ce processus de relégation, de difficulté d'intégration, aboutit à des phénomènes de rupture violente qui expliquent l'engagement
dans la radicalité violente qu'est l'islamisme. Il y en a d'autres qui considèrent que ce n'est pas la bonne explication, mais que la perte de sens et de contenu de la notion de laïcité, qui est le droit de croire ou de ne pas croire, qui est la possibilité de demeurer à distance des choses en toutes circonstances lorsqu'elles sont religieuses pour pouvoir garantir la possibilité à chacun de s'engager, etc. Tout ça s'est affaibli et que la perte de substance de l'esprit laïque conduit à une perte de la tolérance et du respect de l'autre dans sa différence religieuse et à une violence extrême. Je pense que tout cela est vrai à la fois que la relation aussi que nous avons entretenue avec l'immigration, avec, on l'évoquait tout à l'heure, l'histoire de la colonisation, tous ces phénomènes-là s'entremêlent pour créer un climat. Et puis il y a aussi les questions du Proche et du Moyen-Orient. Il y a un ensemble de questions qui, dans leur dimension symbolique, dans leur représentation, conduisent à des formes de radicalité, de violence. Et je pense que nous ne sommes pas allés au bout de cette analyse, que moi-même, comme ministre de l'Intérieur, je ne suis pas allé au bout de cette analyse, parce que au cours des 3 dernières décennies, le ministère de l'Intérieur est devenu le ministère de la sécurité exclusivement de toute autre considération. Et on ne peut pas bien assurer l'ordre public si on ne comprend pas les phénomènes qui traversent une société. Et si le ministère de l'Intérieur, comme l'appareil d'État dans son ensemble, ne renoue pas avec le monde de la recherche, de l'université, au plan français, mais aussi au plan européen et international, pour comprendre ces phénomènes, alors nous ne serons pas non plus en situation de les juguler par le moyen de la seule force. Merci beaucoup, monsieur Cazeneuve, pour cette conférence qui s'achève avec un mot de conclusion. Pour conclure, nous aimerons tout d'abord remercier monsieur Bernard Cazeneuve d'être venu ce soir nous voir. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Super. Tant mieux. Merci beaucoup. Nous voulons aussi remercier encore une fois nos partenaires, EY, les champagnes Jacquino et Fils, Téléscope pour la vidéo, LiveShot pour les photos. Nous vous donnons rendez-vous mardi à 17h45 dans ce même amphithéâtre pour la conférence avec monsieur Fabius. Et d'ici là, surtout, s'il vous plaît, pensez au sirop. Merci.